Voilà, pour la deuxième partie, j'ai autour de la table Madame Charlie et Biti Kitangwa, je crois, de la RTNC 3, Mademoiselle Julia, qui est licenciée en gestion et l'environnement, et ce qui est très bien, section écologie urbaine. Donc, les questions d'assainissement et de saleté de la ville concernent. Et vous avez Madame Esther, qui est journaliste indépendante de la presse écrite, je crois. Et à ma droite, le professeur Roger Vincent Kapalaï, qui est chef de département de sociologie à l'UPEN. Voilà. Dans le premier panel, nous avons plus parlé autour des objectifs du millénaire pour le développement. Nous n'irons pas loin. Nous allons prendre les ODD, donc les objectifs du développement durable. Vous vous rendez bien compte que 15 ans après, toujours les grands penseurs se sont rendus compte que les premiers objectifs n'ont pas apporté trop de signification. Ça n'a pas avancé. Alors cette fois, au lieu de 8, il nous en faudrait 17. Pourquoi 17? Point d'interrogation. Et dans les 17, on va vous parler de la réduction de la pauvreté, réduction de la faim, on va vous parler de l'accès à l'éducation pour tous, qu'on retrouvait. Alors, nous allons essayer d'en échanger là-dessus, surtout vous, les journalistes. C'est vous aussi qui avez la lourde responsabilité d'éduquer la masse, de savoir quel type d'information il faut faire passer. Ne le faites pas tout simplement pour plaire à votre ministre, mais faire passer une bonne information. Nous voici là-dedans. Pauvreté, réduction de la pauvreté, la faim. Qu'est-ce que vous en pensez, madame? Bien, merci pour la parole, M. Valérien. En ce qui me concerne, je crois que tout a été dit depuis des années. On a parlé tout à l'heure dans le premier panel de 20 années déjà passées. Je crois que la femme, en fait, parce qu'il s'agit d'elle, pendant le mois de droits de la femme a toujours été au four et au moulin. La femme a toujours combattu tout ce qu'il y avait à combattre. Et malgré tous les thèmes que l'on donne, là il y en a 17 par les Nations Unies, vous avez dit que nous les journalistes, nous avons la lourde tâche d'informer. Nous le faisons, peut-être d'une manière maladroite, parce que quand on informe, on doit savoir dans le mécanisme de la communication comment le faire. Bon, la majorité de femmes dans notre pays est analphabète. Ça, on ne le dit pas. La petite fille peut-être maintenant est acheminée à l'école, mais après combien de temps? Nous parlons en français, tout ce qui est dit là, les 17 propositions sont dans la langue française, parce que chez nous, c'est le français qui prime. Mais comment voulez-vous que la femme maraîchère qui suit la télévision puisse s'imprégner de tout ça, étant donné qu'elle, comment je peux dire, elle ne maîtrise même pas le langage. Et pourtant, dans notre pays, nous avons 5 langues par lesquelles nous pouvons communiquer. Mais celle qui est mise en exergue, c'est plus la langue française. Nous nous informons. Moi, ça fait beaucoup d'années que je suis dans les médias. Je travaille dans... Là, moi, c'est le français, en fait. Bon, quand je parle, là, je m'adresse à combien de femmes? Une petite portion. Bon, quand on pense à la journée du 8 mars, c'est plus à Kinshasa que ça se fait. Peut-être... Oui, mais madame, sur ce plan-là, permettez-moi de vous rappeler que le grand problème au Congo, c'est que, d'abord, il y a 4 langues nationales et une langue officielle, c'est le français. Alors là, c'est l'officiel, vous êtes à la radio, c'est l'officiel. Mais combien de Congolais font un effort de parler les 4 langues nationales? Combien? Ça, c'est le grand problème. Parce qu'à ce moment-là, si tout Congolais pouvait parler
sa langue nationale et que l'autre comprenne, vous n'aurez pas de difficulté que les femmes maraîchères, les femmes rurales comprennent ce que vous dites. Le grand problème est celui-là. Les langues, par exemple dans toutes les chaînes, même les chaînes privées, maintenant on informe la population à travers les 5 langues. Mais c'est la manière que nous utilisons peut-être qui ne convient pas. Quand vous travaillez dans les médias, radio, télévision, est-ce qu'il y a l'électricité partout, à travers les périphériques, tout ça? Il n'y a pas. Alors, moi je crois que en ce qui concerne la communication, parce que moi j'ai raison, on va parler de l'assainissement, tout ça. Moi, en ce qui concerne la communication, moi je proposerais plutôt d'informer, de former, d'éduquer, mais alors par quelle méthode? Par rapport aux réalités du terrain. Si nous devons nous comporter comme en Occident, en prenant ce qui se passe là-bas et en mettant ça ici, ça n'aboutira à rien. Les 17 propositions ici ne serviront absolument à rien. Mais on a dit que c'est jusqu'en 2030, il reste combien d'années? On va faire les bilans. En 2000, on nous avait dit, en 2015, on arriverait à combattre la pauvreté, la faim dans le monde, mais on se rend compte qu'il y a plus de pauvres, il y a la faim. Bon, je passe la parole à mademoiselle, vous qui êtes dans l'assainissement, l'écologie urbaine. Vous savez, la grande difficulté, et ça on le voit à la nécropole, ça fait plus de 10 ans que nous demandons toujours de ne pas amener des bouteilles d'eau dans la nécropole. Pourquoi? Pour éviter qu'une fois qu'on a consommé, on jette la bouteille par terre. Parce qu'on n'a pas peut-être la culture des poubelles. Mais vous vous rendrez bien compte, je m'excuse les dames, mais ce sont toujours les dames qui amènent des bouteilles, qui entendent, on dit pas de bouteilles, elles prennent, elles cachent dans les sacs. Il y a un problème. Et quand on va, on dit non, madame, sortez votre bouteille, la poubelle. Vous qui faites l'écologie urbaine, les problèmes d'assainissement, comment peut-on faire passer un message sain et clair? Parce que comme disait madame Charlie, le grand problème qui est là, c'est que comment on fait passer les messages? Peut-être que nous, on les fait mal. C'est pourquoi les gens amènent toujours des bouteilles. Ben, comment on peut faire passer les messages? Bon, je pense à ce niveau, le problème, il est grand, puisque l'on continue à sensibiliser, l'on continue à parler, mais c'est en fait un esprit qui a commencé alors qu'on était petit. Et on pense que le vent est en train de venir petit à petit pour nous dire ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Et moi, je pense qu'il y a quand même des effets sur le terrain, mais cela n'a pas encore touché un grand nombre. La femme, ce qui se passe, c'est qu'elle est au milieu de 2 tendances. Nous sommes en train de parler du développement durable. On vise les développements actuels, à l'ère où on est en train de parler, mais aussi on est en train de viser une génération qui n'a même pas encore vu naissance. Alors elle est au milieu de ces 2 tendances pour dire qu'elle peut influencer des gens qui sont là, qui vivent avec elle, tout comme elle peut influencer des gens qui n'ont même pas encore vu naissance du fait qu'elle porte en elle la vie. Alors on doit continuer à parler, à sensibiliser, à dire qu'il ne faudrait pas faire ceci pour amener un développement avec ce qu'on vit déjà actuellement. Et aussi, ce message va rester ancré en nous et ce sera donné à ces enfants-là qui ne sont pas encore nés ou qui sont nés, mais qui n'ont pas encore atteint une certaine conscience, puisque l'on dit que l'homme n'est bon, mais c'est la société qui le rend mauvais. Alors, si la société actuelle n'a pas déjà des effets qu'il faut craindre pour les générations à venir. Alors, il faut continuer à parler. La salutation toujours à l'ETEC, puisqu'il y a beaucoup d'actions comme ça où on est en train de sensibiliser, de parler. Et on pense que ça doit continuer pour que la femme se dise que je suis entre deux. J'ai les pieds sur terre, mais je suis entre 2 générations. Je suis entre 2 tendances. J'influence celles qui sont autour de moi ou ceux qui sont autour de moi. En même temps, je suis en train de porter en moi quelque chose pour laisser à ceux qui seront en train de venir comme ça après moi. Et donc, c'est vraiment un grand travail. Il faut continuer. Ce n'est pas encore fini.
unis. On ne va pas non plus baisser les bras pour dire que voilà, les objectifs du millénaire n'ont pas marché et donc on va croiser les bras. Ça, ce ne sera pas ce qui doit être fait. La femme, le femme doit continuer à agir, surtout celles de mon domaine, celles qui savent encore l'importance qu'il y a autour de tout ce qu'il y a, assainissement et autres. Continuer à parler, sensibiliser, parler encore et encore. Et j'espère que les résultats vont commencer à monter d'échelon. Madame Esther, vous, la journaliste de la presse écrite, et surtout que vous êtes journaliste indépendante, donc rien ne vous empêche de dire les 4 vérités aux gens. Exactement. Alors moi, ce que je pense, d'abord, il faudrait commencer par dire que la pauvreté dont il s'agit, c'est une pauvreté intellectuelle. Pourquoi je le dis? Parce que de nos jours, en fait, les femmes pensent que être juste là, aller à l'école, c'est suffisant. Et les mêmes femmes reviennent encore pour dire non, on va lutter pour le développement et tout consort. Mais remarquez bien, ça c'est une parenthèse que je suis en train de faire, remarquez bien, une femme, quand elle atteint un niveau où elle doit se marier, les objectifs tombent dans la vie. Ça veut dire le mariage, un point barre. Elle est là, elle est assise. Mais la même femme revient pour dire que non, on veut le développement. Vous voyez un peu? Donc, elle s'est contredite d'elle-même. Moi, ce que je pense, c'est que la femme aujourd'hui ne doit pas seulement réclamer le développement, mais être consciente de ce qu'elle est vraiment. Qui je suis. Tout commence par une découverte. Savoir qui je suis, savoir mes défauts, mes qualités et tout consort. Cela apprendra à la femme de mieux, en fait, prôner sur le développement. Parce que dès lors tu n'arrives personnellement pas à promouvoir quelque chose, alors ça ne servirait à rien. Aujourd'hui, on parlait de 4 langues nationales. Mais attendez, dites-moi, dans quelle école encore de nos jours on apprend les 4 langues nationales? Oui, mais il y a des petites écoles. Par exemple, il y a une école que moi personnellement je connais, Mosengo, ils apprennent quand même. Aujourd'hui, ils apprennent quand même, et puis voilà, il y a quand même une école qui fait en sorte que les enfants apprennent ces 4 langues nationales. Mais il faut se poser comme question, est-ce que les enfants apprennent vraiment? Parce qu'on peut dire aujourd'hui, non, voilà, on veut que la femme puisse se développer et tout ça. Mais est-ce qu'on prend cette femme pour la mettre là, écoute, madame, tu dois faire ça, il est temps de faire ça, il est temps de faire ceci? Je ne pense pas de nos jours. Aujourd'hui, on est plus, même dans des familles, on peut payer les études pour tout le monde. Même nos pères aujourd'hui disent, donc voilà, écoute, la femme doit aller à l'école, la femme doit faire ceci et tout ça. Ils peuvent payer les études pour tout le monde. Mais en fin de compte, il va s'asseoir, il va te poser la question, Esther, dis-moi un peu, il n'y a personne pour te poser? Vous voyez un peu. Donc on limite la femme dans un mariage. Pourtant, il y a une succession. Non, il y a une succession de choses qui doivent continuer. Mais la femme, cependant, tellement que, on appelle comment, dans notre culture, c'est que la femme, quand elle est épousée, c'est elle, en fait. Genre, c'est elle, en fait, qui doit gérer la maison, c'est elle qui doit faire ça, c'est elle qui doit faire ça. Du coup, même lorsqu'elle entre dans un mariage, tous les objectifs se perdent. Pourquoi? Parce qu'elle pense qu'elle est juste faite pour ça. On va y revenir. Je passe d'abord la parole au professeur. Je crois que le professeur en dira plus sur ce que sa collègue avait déjà sorti ici comme thème. Monsieur le professeur. Merci beaucoup pour la parole. Merci une fois de plus pour l'invitation. Je m'en vais vous dire qu'actuellement, je suis maintenant chef de département honoraire. Ouais, maintenant honoraire. Donc, je n'ai pas la gestion quotidienne du département. J'ai fait mon temps. Maintenant, il y a d'autres personnes qui assurent la gestion. Deuxièmement, je suis content, vous m'appelez dans un contexte de la journée internationale de la femme. Une journée qui appelle chaque année le débat. Les débats parce qu'il y a toujours des thèmes qui sont proposés. Et maintenant, là, j'ai comme l'impression qu'on continue avec des thèmes, mais on ne sait pas évaluer les différents thèmes pour pouvoir savoir si les thèmes de telle année a été exploité suffisamment et à quel résultat on est arrivé.
Alors, en plus, on ne connaît même pas la journée internationale, c'est quoi? Même les femmes elles-mêmes, beaucoup. Vous venez de le dire ici, on ne connaît pas dans quel contexte, dans quelles circonstances on a créé la journée internationale de la femme. Vous l'avez dit, mais c'est pour mémoire, c'est en 1910, pour la première fois que les femmes du monde entier se sont réunies à Copenhague. Nous sommes au Danemark, pour pouvoir s'interroger sur les situations. Et la première femme à pouvoir exactement annoncer cette journée, c'est Zetkin, Madame Zetkin, qui a vraiment prononcé la journée internationale de la femme. Et dès là a commencé une série de revendications des femmes, etc., à travers l'Europe, l'Amérique, l'Europe, et puis c'est l'Afrique est venue après. Et donc on a comme l'impression que la journée internationale de la femme a commencé aujourd'hui, alors que ça a commencé avant que nous puissions être nés. Donc je voulais un peu apporter cette précision à ce niveau. Maintenant, quand on revient sur la question de pauvreté de la femme, vraiment la pauvreté, c'est un fléau social. Mais comment on peut sortir de la pauvreté? Mais il faut d'abord connaître qu'est-ce qu'on entend par la pauvreté. Et j'ai aimé madame qui a dit pauvreté mentale. Oui, mais la pauvreté, il faut savoir qu'elle est d'abord immatérielle et matérielle. Si déjà dans l'esprit, dans le mental, on n'est pas capable de pouvoir analyser, se mettre en ligne, se mettre en cause et savoir quel est son rôle à jouer par rapport à tel fait, donc on est ignorant et on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire. Et à ce moment-là, on peut être l'objet de la gestion par procuration. On l'a dit par ceux qui sont passés avant nous. Par procuration, ça veut dire qu'on estime que ceux qui viennent ailleurs sont plus meilleurs que ceux que nous sommes. Donc ça signifie quelque part, on remet en cause sa propre culture. Et quand on remet sa propre culture en cause, on remet aussi son identité en cause. Parce qu'on ne sait pas l'identifier et s'identifier. La pauvreté, dans le contexte de la mondialisation, mais il faut mettre d'abord l'homme au centre de la préoccupation. Parce que c'est l'homme qui doit préparer aujourd'hui pour pouvoir projeter l'avenir. On l'a dit ici. C'est par rapport à des générations futures. Mais aujourd'hui, l'homme est un danger pour son écosystème. Il est lui-même un danger pour son écosystème. Alors, il est en train de détruire même son environnement. Comment il va préparer l'avenir? Et alors, donc, vous allez vous rendre compte qu'on est dans des thèmes tout le temps. Mais on ne sait pas les évaluer avant d'aborder d'autres thèmes. Les journées, on en a. Si aujourd'hui on parle, on a élaboré d'abord une série des objectifs, etc. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a eu d'abord dans les années 80, même récemment, ce qu'on a appelé la conférence de Mondiaculte. Donc où les gens se sont réunis au niveau du Mexique pour pouvoir faire passer la culture comme un élément déterminant de la culture et du développement. Donc rien ne peut être fait si on n'a pas tenu compte de la culture. Et alors, si on n'a pas déjà ça, moi j'ai trouvé que cette conférence allait être celle qui pouvait être mise chaque fois en exergue, en analyse, pour pouvoir améliorer les questions. Oui, d'accord, professeur, mais sur ce plan-là, je veux bien qu'il y ait des grandes conférences de la culture, mais moi je me poserais la question, prenant les cas de la RDC, quelle serait la culture? Chacun voudra que sa propre culture prédomine l'autre, ainsi de suite, et ce serait la bagarre. Déjà, nous parlons ici des langues qu'on ne sait pas parler, mais quel type de culture? Parce qu'il faut partir d'une culture. Ce serait laquelle?
Merci beaucoup, mais la culture, elle est quoi? C'est la manière de penser, de raisonner et de réfléchir propre à une communauté. La culture, c'est l'ensemble des croyances et des pratiques propres à une communauté. Nous avons des croyances, nous avons des pratiques, nous avons des manières de penser, de raisonner, mais qui sont communes à nous, en dehors des éléments spécifiques. Nous avons d'abord des éléments communs et communs, et nous avons aussi des spécificités culturelles. Alors, donc, nous pouvons agir dans la globalité. Donc, pour ne pas enfreindre d'autres, mais je prends l'exemple qui est transversal. Le système parental. Il n'est pas propre à une langue propre. Si on prend les matriarcats, on ne peut pas les trouver que chez les Congos. Non, on trouve les matriarcats même chez le peuple kassaïen. Les Kouba, par exemple, ils sont des matriarcats. Oui, ils sont des matriarcats. Donc, il y a des éléments culturels qui sont transversaux et qui peuvent, n'est-ce pas, nous mettre d'accord pour qu'on puisse, n'est-ce pas, arriver à voir les choses de manière unique et dans une même direction, plutôt que de pouvoir, n'est-ce pas, être en train de regarder en particularité. Donc la RDC a une culture. La culture là, elle est enrichie par les éléments culturels spécifiques. C'est pourquoi j'ai toujours moi dit, on dit toujours c'est le scandale géologique, alors que la RDC c'est un scandale culturel. Je crois que ce n'est pas... Vous permettez, on va revenir, non, je vais venir à l'égalité entre les sexes, mais avant d'y arriver, j'aimerais rappeler une fois pour nos téléspectateurs que voilà, puisque nous parlons des thèmes qui sont chaque fois édictés par ailleurs aux Nations Unies et que nous aussi nous copions parce qu'il faut bien le faire. Vous vous rendez bien compte que les thèmes sont toujours presque les mêmes. Depuis 2000, où ils ont lancé les millénaires pour le développement. Alors, c'est pourquoi je reviens vers vous, madame la journaliste. Qu'entend-on par égalité des sexes et autonomisation des femmes? C'est quoi? Si l'on doit revenir à ce que le professeur avait dit auparavant, par rapport à la culture, c'est une chose très importante. Voyez-vous, quand on parle de l'égalité des sexes, bon, quelquefois je me pose la question de dire, égalité des sexes c'est bien beau, il y a un homme, il y a une femme. Bon, on ne peut pas être égaux, de par la nature, c'est deux sexes différents. Alors, pour ma part, je me dis que quand on parle de l'égalité des sexes, c'est peut-être par rapport au travail, tout simplement. Pas la nature que Dieu a créée. Ça, c'est selon moi. Et en ce qui concerne la culture, nous voyons ici en 2023 pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité de sexe, encore une fois. Là, il y a la culturation. Cela nous amène la culturation. Vous voyez, tout à l'heure, on a parlé des médias, mais maintenant, quand on est dans le monde du digital, le monde du digital, que la majorité des femmes ne comprend même pas ce que cela veut dire, nous avons les réseaux sociaux qui nous amènent l'éducation qui est faite ailleurs. L'éducation de TikTok. Voilà. Non, ça, c'est pas une éducation. Ça, c'est... En France, même, on est en train de vouloir interdire cela dans les médias officiels. Les TikTok, moi, bon, là, je ne vais pas faire de commentaires, mais les réseaux sociaux nous amènent beaucoup de choses négatives. Beaucoup de choses négatives. L'égalité de sexe, quelquefois, il y a une confusion là-dedans. Égalité de sexe, naturellement, physiquement, ou égalité de sexe sur le plan professionnel. Ça, c'est une grande question. Bon, vous savez, sur cette question, quand bien même on regarde ceux qui dictent ce genre de choses, vous allez en Europe, vous trouverez qu'il y a toujours une différence entre les salaires d'un directeur homme et puis directeur femme ou directrice dans un département. Ça, c'est toujours le grand problème. Mais Madame Esther, l'autonomisation de la femme, c'est quoi? Qu'est-ce que vous entendez par là? Si vous devez demain écrire un article
pour que nous puissions y adhérer. Qu'est-ce que vous allez nous dire? Ok. Alors, je dirais simplement, l'autonomisation de la femme, c'est l'effet d'être autonome. C'est l'effet d'être autonome. L'effet de se prendre soi-même en charge. Ça, c'est très capital. Parce que je l'ai toujours dit, et je le répète encore, la femme est premièrement le fruit de ses propres efforts d'abord, avant d'être le fruit des propres efforts d'une autre personne. Vous voyez, aujourd'hui, on veut être autonome, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on soit autonome? Ou comment faire en sorte d'être autonome? C'est pas beaucoup de choses. C'est en lisant. Voilà, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, les femmes pensent être autonomes en ayant seulement un bureau, un fauteuil et tout ça. Voilà, je me mets, je reçois les gens. Non, ça n'a rien à voir. On peut être autonome dans l'agriculture. On peut être autonome dans le champ, en fait. On peut être autonome dans l'art et tout consort, en fait. L'autonomisation n'a rien à voir avec le bureau. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on s'imagine, en fait. Non. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'autonomisation, ça rend d'autres femmes irrespectueuses, si on peut le dire. Parce que même quand on parle de l'égalité, j'ai beaucoup aimé ce que madame a dit. On parle de l'égalité, mais on parle d'égalité dans quel sens? Physique, intellectuel et tout consort. Parce que ça aussi, il faut se poser comme question. Professionnelle. Ça n'a rien à voir avec lutter avec un homme. Non. On sait très bien que l'homme reste le plus fort. Il reste le chef. Ah bon? Oui, l'homme reste le chef. Comment? C'est écrit où? Ok. Alors, on va... non, pas physiquement. Mais non, parce que... Ok, on va pas aller très loin. Là, je ne suis pas d'accord. Voilà, ça c'est les stéréotypes, comme disait madame la professeure ici, les stéréotypes de croire que l'homme est le plus fort. Ça, on a toujours dit cela. Madame, vous permettez. Vous savez qu'en ex-URSS, on a vu des femmes qui étaient des mécaniciennes, qui démontaient des boulons de grands camions et autres. Donc, on croirait que c'était un travail réservé uniquement aux hommes, ce qui n'était pas vrai. Cela part de la mentalité. Vous partez déjà vous-même que non, l'homme est le chef, l'homme est plus fort, mais il y a des femmes boxeuses. Oui, moi je reste sur les faits. L'homme reste le plus fort. Quand je dis l'homme reste le plus fort, parce que on ne va pas se voiler la face. On est tous là en train de parler de développement, mais l'homme est toujours à la quête des informations. C'est pas pour rien, aujourd'hui dans le média, exemple, il faut aller à Kinkole, on n'en verra pas une femme, on en verra un homme. Pourquoi? Parce que ça laisse croire que voilà, c'est l'homme qui a cette capacité de le faire. Pourquoi? Parce que les femmes, dans bien de cas, veulent toujours la facilité. Non, la femme veut toujours... une grande journaliste, vous en faites pas. Non, je ne reste... Elle est bien connue. Sans citer qui que ce soit, mais l'autonomisation, quand je dis que l'homme reste fort, c'est parce que l'homme reste toujours le chef de la femme. Et non seulement ça, de la famille. Pardon, l'homme, messieurs, il faut se dire ceci. Hein. L'homme est un chef parce que, en dépit de toute chose, l'homme est toujours à la quête de quelque chose. Ça veut dire qu'il recherche toujours quelque chose. Même quand c'est dur, il le fait. Mais la femme a la facilité de lâcher. Pourquoi chercher un développement tant que tu n'as pas cette capacité ou bien tu n'as pas le mental fort de lutter contre certaines choses? Il faut savoir lutter. Aujourd'hui, on peut dire partout qu'on veut le développement, la femme, c'est bien. Mais une chose est sûre, tant qu'on n'a pas le mental d'un homme, on n'arrivera jamais à atteindre quelque chose. Il faut avoir le mental d'un homme. Mais ça dépend, hein, parce qu'il y a aussi des hommes irresponsables. Hein. Faut pas... Hein? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans la femme, on peut parler de la force, peut-être dans le sens où elle voit la force avec des muscles et tout. Mais moi, je pense que dans la femme, il y a une certaine douceur qui amène à des résultats de force. Je peux voir un grand homme, un grand monsieur, mais qui devant sa mère, elle ne parle pas.
On peut voir un monsieur qui sait s'imposer dans la société, mais lorsque sa mère lui parle, c'est comme si elle parlait à un enfant de 5 ans et puis il ne peut même pas crier. C'est une douceur qui renferme en même temps une force qui peut motiver quelqu'un à aller au-delà. Et même il y a des garçons qui sont motivés aussi aujourd'hui. Ils ne lâchent pas parce qu'elle se dit, moi, ma mère doit vivre ça parce qu'elle a vécu ça à cause de moi. Je pense que chacun devra peut-être rester dans sa ligne. Je suis homme, je reste homme, je vais chercher des muscles et tout, je veux me battre, je vais faire ce que je veux. Je suis femme, personnellement, je cherche peut-être pas de muscles, mais une certaine douceur qui peut m'amener à dévoiler une certaine force dans une certaine mesure aussi. Ne résume pas toute chose. Quand je parle de douceur, ce n'est pas de la faiblesse. Je parle de la douceur en tant qu'essence même de la femme. Lorsqu'on regarde une femme, on sait détecter que ça, c'est une femme. Même peut-être qu'on ne voit pas la forme, mais dans le noir, on peut dire que cette démarche ici, c'est une femme. Cette façon de parler, donc c'est une douceur liée vraiment à sa nature que Dieu lui a donnée. En même temps, c'est une force aussi qui peut pousser à beaucoup de choses comme ça, j'allais dire. Oui, madame. Je voudrais les compléter, c'est-à-dire que quelquefois, il y a les femmes, les hommes, ils cherchent un challenge ou quoi. Moi, je crois que les deux sexes se complètent tout simplement. Quand la femme réclame des droits, comme c'est le cas le 8 mars, ce n'est pas pour dire que la femme n'est pas satisfaite de ce qu'elle vaut, ce qu'elle fait. Non. C'est-à-dire, c'est par rapport aux des droits. Pendant le mois de mars, c'est-à-dire c'est un mois de rappel pour dire que vous avez des droits quelquefois que vous négligez. La femme réclame ses droits par rapport aux injustices. Je vais vous donner un exemple. Il y a eu, comment je peux dire, le gouvernement Sama Lukonde 2, où on ne retrouve que 16 femmes sur 57 ministres. Il n'y a que 16 femmes. 16. Vous comprenez? 16 ministres, vice-ministres. Que 16. La moitié de 57, évidemment, on ne va pas dire 23,5. Prenons 56, ça fait 28. N'est-ce pas? Oui. Même pas 28 femmes. Cela revient à dire qu'il n'y a pas de femmes capables. D'ailleurs, j'ai organisé une émission dans laquelle j'ai posé la question à qui voulait l'entendre. 16 seulement. Pourquoi ça? Madame, vous savez, le problème n'est pas de dire que sur 57 ministres, il faut qu'il y en ait 28. Il y a un pays, non. Je ne vais pas citer le nom ici, où au Parlement, c'est 50%, 50%. Non, là, où ça? Vous voulez parler du pays voisin, là? Mais s'il y a plus de femmes au Parlement, c'est parce que, avec ce qu'ils ont connu, il y a eu plus d'hommes qui sont morts que les femmes. Donc, c'est pas ça, non. Si on revient vraiment aux choses sérieuses, moi je vous dis que les femmes sont confrontées aux injustices. Non pas que nous ne sommes pas capables, non. Mais même les hommes... même les hommes... Écoutez, moi je dirais pourquoi, sur le plan de l'éducation, on n'est pas allé chercher le professeur Kapalaï pour être ministre de l'Éducation. Pourquoi pas? Vu la longue expérience qu'il a eue. Donc on peut toujours se dire, mais la question n'est pas... mais la question n'est pas celle-là. La question, ce n'est pas de dire, soyons tous des ministres. Non. Il faut exceller là où on peut être. Avant qu'on ne revienne avec le premier panel, parce qu'après on va se retrouver tous pour la partie femmes actrices du développement incontournable, je me pose la question. Il est dit dans l'un des objectifs qu'il y a protection de la faune, de l'écosystème, tout ça. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Surtout dans un pays où les gens utilisent plus le bois de chauffe. Je peux revenir sur, avant de revenir, revenir sur ce que les dames viennent de dire ici. Je crois qu'en 2015, j'ai publié un ouvrage sur fondements et problèmes sociologiques de la parité homme-femme en RDC. J'ai étudié les cas et maintenant là, il doit être publié un ouvrage sur parité homme-femme à l'épreuve des valeurs culturelles congolaises. Et plaidoyer en faveur du système socio-parental bilatéral Bindji du Kassai. Je veux dire quoi?
le débat tel qu'on est en train de le faire, c'est ce qui pose problème. Donc, nous sommes en train de nous approprier des vocabulaires par procuration. Ça signifie que nous ne comprenons même pas quand on parle de sexe. Mais aujourd'hui, le sexe, c'est quel sexe vous parlez? Sexe masculin, sexe féminin. Mais entre-temps... Et autres sexes aussi. Oui, entre-temps, la femme elle-même, elle est en train de discriminer le troisième sexe. Vous savez qu'il y a le troisième sexe, mais les femmes n'en parlent pas. L'hermaphrodite, on n'en parle pas. Comment la femme qui met au monde des enfants, filles, garçons, est hermaphrodite? Mais elle se bat tous les jours pour le sexe féminin. Pire encore, nous sommes déjà au quatrième sexe. C'est le fameux quatrième sexe. Oui. Les genres. C'est ça le quatrième sexe, le sexe social. Oui. Les trois autres sont les sexes biologiques, mais il y a le sexe social qui est les genres. Maintenant, les sexes biologiques. Alors, donc, maintenant, l'égalité va être demandée par rapport à quel sexe? Féminin, masculin, féminin, masculin, hermaphrodite ou féminin, masculin et genre. Alors, je veux revenir. Oui. Je vais donner de précisions. La parité dont on a parlé ici, parce que maintenant on saute sur les genres, mais nous, les femmes acceptent d'être distraites dans les concepts, parce qu'on n'a pas commencé avec les concepts. Et aujourd'hui, si nous prenons notre pays, on a commencé avec, ici, émancipation de la femme zaïroise. Otomboli Bamama, Otomboli Mobutu. C'est-à-dire qu'au Congo, on a pris, donc les dirigeants ont toujours la vision sur la femme. Une conscience, en effet. Et après, ça c'est le président Mobutu, après, le président Kabila, le père arrive, il vient avec les fameux gendarmes. Alors après, c'est Kabila et Joseph qui matérialisent la parité homme-femme. Vous voyez, à travers la loi sur la mise en application de la parité homme-femme. Et aujourd'hui, le président actuel, il parle sur la masculinité positive. Oui. Ça veut dire l'attitude de l'homme à pouvoir, n'est-ce pas, faciliter à la femme la tâche. Donc ça veut dire avoir une attitude qui facilite à la femme des ouvertures ou de son développement. Ou son développement. Donc regardez, les concepts sont toujours créés. Mais maintenant, pourquoi j'écris à l'épreuve? C'est parce que ces concepts ici ne sont pas créés dans les contextes de la culture locale. Vous n'avez pas de la culturation, mais moi je ne vois pas la culturation ici. Je vois la déculturation. La tendance de la femme, pour ne pas parler de ça, est de se déculturer. Or, quand on se déculture, on a perdu complètement ses valeurs culturelles. Et alors, on devient un zombie. Et alors, maintenant, vous allez reposer le développement sur base de quoi? Vous allez reposer... Très bien. Merci, professeur. Merci, mesdames. Nous allons devoir arrêter ce débat pour permettre à ceux du premier panel nous rejoignent. Et à ce moment-là, on va aborder le dernier sujet pour la conclusion, femme actrice incontournable du développement durable en RDC. Je vous remercie.